Je vais vous repartager mon écran sur quelques news que je voulais vous présenter. Première news concernant Murad. Alors Murad qui a lancé la méta Memecoin avec le SPX 6900. Je pense que vous en avez entendu parler, la théorie du super cycle des Memecoins. En ce moment, il dispose d'un bénéfice de 68 millions de dollars selon les données. Alors vous pouvez jeter un coup d'œil en fait sur le portefeuille qu'il a. On vous en a aussi pas mal parlé sur la chaîne YouTube. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez son prix d'achat. Pour le SPX, il est rentré à 1 centime. Aujourd'hui, il est à 2,24 $. Il n'y a pas encore eu la fameuse alt season, etc., etc. Je vous laisse imaginer les performances qu'il aura sur son portefeuille à lui, qu'il est en train de chiller sur son truc. Et qu'est-ce que ça va faire quand il va commencer à prendre des profits aussi. Il a du MOG. Alors, c'est un portefeuille connu, hein, d'accord. Il en a peut-être d'autres aussi. Hein. Donc, il a celui-ci, il a du MOG, il a du Bitcoin qui est le Harry Potter, Obama, Sonic, Inu, je sais pas quoi. Donc, c'est pas du vrai Bitcoin, d'accord. Hein. On a le Apu, Giga, Lokin, USA, Rotardio, Popcat. Celui-ci, je connais pas du tout. Et on a Mini avec certaines de ces lignes qui sont en positif et d'autres qui sont aussi en négatif. Mais il est descendu à, je sais plus, je crois que c'était 15 millions de dollars quand il y a eu la grosse correction avec l'Ether. Et là, il est remonté à un ATH. Donc la volatilité, elle est énorme, mais il faut l'accepter. Et vous voyez qu'en fait, un player, un bon move, ça change votre vie. Hein. Lui, il est rentré à 1 centime. Là, aujourd'hui, on est à 2,24 $. Il est sur un plus de x200. Il est sur un fois 224. C'est énorme. Hein. Un fois 224, il n'a pas pris de profit. Il faut l'accepter. Hein. Pour le commun des mortels et monsieur, madame, tout le monde, ça, pour moi, c'est pas normal. D'accord. Vous devez prendre des profits. Hein. Surtout si peut-être que lui, il a d'autres actifs à côté. Voilà, on ne connaît pas sa situation personnelle et sa situation financière. Mais vous êtes sur un x100, vous n'avez pas pris de plus-value et à la fin, votre portefeuille il va à 0. C'est pour votre gueule. Hein, d'accord. À un moment donné, vous avez accepté de prendre ce truc. Vous avez été greedy, vous n'avez pas pris de plus-value. On est bien d'accord sur ça. Hein. Mais c'est des choses qui sont possibles. Voilà. Et le jeu de Murad, vous ne jouez pas le même jeu que Murad. Parce que vous n'avez pas la même communauté, parce que vous n'avez pas eu. Vous n'êtes pas rentré sur le projet avant que ce soit chillé au monde entier. Donc vous êtes rentré finalement avant tout le monde et vous avez créé de vous-même une méta qui a été reprise, qui a été utilisée par tout le monde. Donc c'est des choses qui existent. Évidemment, là, voilà. Ça a très bien marché pour lui. Mais si vous achetez du SPX aujourd'hui, bah, vous achetez sur un prix qui est 224 fois plus cher que le prix de Murad. Si vous achetez du Sol aujourd'hui, vous achetez du Sol, les premières rentrées de VC sur Solana, c'était à 15 centimes. Aujourd'hui, vous l'achetez à 150, 170, 190 balles. Si vous achetez de l'Ether aujourd'hui, vous achetez de l'Ether qui n'est pas à 70. On est d'accord, vous achetez à 3800. C'est comme tout. Hein. Les opportunités sont là. Oui, à 2 balles, ça peut monter plus haut, ça peut monter à 10, 20, 30, j'en sais rien. Jusqu'où ça peut monter. Mais à un moment donné, ça va baisser. Et si vous n'êtes pas raccord en bear market d'avoir ce projet-là en portefeuille, il va falloir faire attention. Et là, force est de constater que ça a été un projet qui a très très bien performé. On a également aussi encore des entreprises comme Metaplanet et comme Michael Saylor qui continuent d'acheter. Metaplanet qui a racheté là dernièrement 780 BTC, qui détiennent en ce moment 17 132 BTC. Et si on descend, regardez, hein, ils se situent là. Donc ils ont 17 132 BTC et au-dessus, on a Trump Media, Riot Platform, Bitcoin Standard, on a ça, Maria Holding qui est la plus grosse boîte de fonds, notamment sur la partie mining. Et après, on a MicroStrategy qui a plus de 600 000 BTC. Dernièrement, on a eu Saylor qui a racheté 21 021 BTC pour 2,46 milliards de dollars. C'est quand même assez fou. Hein. Et vous voyez que le prix d'achat moyen par Bitcoin n'arrête pas d'augmenter. Là, il est à 73 000 dollars. La question que je vous posais aussi, c'était de se dire, tiens, est-ce que si demain on part en bear market et qu'on a un Bitcoin qui passe en dessous de ces niveaux-là et qu'il arrive à échéance sur ses performances en termes de prix et qui doit rembourser les investisseurs en actions ou directement en argent sonnant et trébuchant, peut-être qu'il sera obligé de liquider une partie de ses positions pour répondre à ses obligations à court terme. Donc on verra. Mais en tout cas, il continue d'acheter le top à chaque fois et pour autant, le prix n'a pas bougé parce que ça reste aussi des achats OTC. Ce qu'on a évoqué aussi un petit peu au début de ce live, c'est qu'il y a eu un wallet de l'ère de Satoshi, donc 2011, Q1 2011, qui a vendu pour 80 000 BTC pour 9 milliards de dollars. C'est la plus grosse vente de toute l'histoire de la crypto en une seule traite, d'accord. C'est quand même assez dingue. 9 milliards de dollars qui a été vendu. Et pour autant, il n'y a pas eu énormément d'impact sur le prix, tout simplement parce que ça a été vendu aussi OTC. Et vous pouvez tout suivre, hein, d'accord. Vous avez
le compte Twitter Look Onto Chain qui vous permet de suivre en fait ce qui s'est passé avec notamment des extractions d'Arkham Intelligence aussi qui vous permet de suivre tout ça. Et pour autant, voilà, il n'y a pas eu de gros problèmes. Le point de vigilance que je voulais sur lequel je voulais appuyer aussi avec vous, c'est par rapport aux news et aux fake news que vous allez avoir en crypto. On en a déjà eu par le passé. Il y en aura plein d'autres par la suite. Et la dernière qui a fait pas mal parler d'elle, c'est sur la partie Pudgy Penguin. D'accord. Donc, c'est les NFT, tout l'écosystème Pudgy Penguin que vous connaissez. Il y a eu toute une news qui avait été mise en avant pendant un certain temps, qui était de dire, tiens, on est en train de supposer que peut-être ils vont racheter ou mettre la main sur OpenSea, vous savez, la plateforme qui permet d'acheter, vendre les NFT et tout, qui était celle qui était la plus utilisée sur 2021. Là maintenant, qui a perdu pas mal de parts de marché par rapport à Blur et par rapport à plein d'autres. Mais il y avait une rumeur qui disait, tiens, Penguin voulait acheter OpenSea, voulait mettre la main dessus. Et il y a eu une augmentation de prix par rapport à ça, évidemment, parce que ça reste quand même une grosse news. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, méfiez-vous sur toutes les news que vous allez voir sur le marché crypto, qui vont vous dire, là, surtout dans des périodes quand ça va commencer à s'accélérer, il y a eu tel partenariat, il y a telle ou telle mise à jour. Tout ça, ça a pour simple objectif d'augmenter votre palier ou votre aspect psychologique sur le niveau de prix auquel vous avez votre projet crypto. Typiquement, on vous dit, tiens, j'ai acheté un projet 1 euro, et peut-être que votre stratégie de sortie, vous allez décider de prendre des profits à 4 balles. Et là, on vous dit non, mais en bull run, là, regardez, on a un partenariat avec telle entreprise ou on a fait telle mise à jour. Vous allez vous dire, attends, mais 4 balles, en fait, ça vaut pas beaucoup. Je vais le vendre à 10. Alors qu'en fait, c'était un très bon prix, 4 balles, parce que les mises à jour, elles sont peut-être disponibles depuis 2 ans ou 3 ans, mais ils ont attendu le bull run et le bon timing pour pouvoir le faire. Et c'est peut-être des fake news. C'est peut-être des mauvais partenariats. Le partenariat, c'est peut-être pas ce que vous voulez. Et c'est pas ça qui fait le fondamental non plus d'un projet, uniquement. Il y a plein d'autres choses. D'accord? Mais attention en bull run, de tous les biais d'ancrage qu'on va vous mettre en tête pour vous dire, ce projet-là, il est intéressant parce que, regardez, on a un partenariat. Et vous allez voir, ça va s'accélérer. Hein. Les partenariats, les exigences pour certaines mises à jour, bref, il y en aura plein. Et vous, ça ne doit pas changer votre stratégie. Votre stratégie, vous l'avez fait dans les moments où, en fait, c'était les plus pourris. Vous êtes rentré dans les moments où c'était les plus pourris. Et quand il va y avoir des news positives, vous allez voir tous les noobs qui vont rentrer. Oh, mais regarde, il y a eu le partenariat avec Samsung. Oh, il y a eu le machin. Et puis en bear market, ils vont se prendre à moins 99% dans la gueule. Et ce n'est pas le partenariat avec Samsung qui va changer quoi que ce soit. Ça aussi, c'est la triste réalité. Mais voilà, pour qu'il y en ait certains qui gagnent, il faut qu'il y en ait aussi qui perdent, heureusement ou malheureusement, en fonction de comment vous allez vous situer. Donc attention, ça c'était du coup une fake news. Vérifiez toujours la source officielle des informations que vous allez voir. Autre chose, et un autre article que j'ai trouvé super intéressant, vous pourrez y jeter un coup d'œil sur la partie Cointelegraph, c'est concernant le rêve américain. Il y avait toute une panoplie qu'on avait déjà, une suite d'articles qu'on vous avait présenté avec Théo et Mickaël qui disaient qu'en fait, pendant un certain temps, les banques disaient que la crypto, c'était la fin du rêve américain parce que beaucoup de gens pensaient devenir riches avec la crypto, qu'au final, ce n'était pas le cas, etc., etc. Et en fait, là, ils commencent à changer un petit peu leur fusil d'épaule. Pourquoi? Parce que le rêve américain à l'époque, c'était quoi? C'était de se dire, en fait, je vais aux États-Unis, je vais pouvoir acheter ma maison, je vais pouvoir gagner de l'argent, je vais pouvoir emprunter pour développer un business, etc., etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'évidemment, les États-Unis d'aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes États-Unis que des années 70, 80, 90, pour ceux qui avaient eu l'occasion d'y aller, où c'était vraiment dans la catégorie rêve américain. Et en ce moment, c'est très compliqué pour monsieur et madame tout le monde, et que ce soit en Europe et aux États-Unis, même partout ailleurs, d'être les primo-accédants, par exemple, à leur résidence principale. Avoir accès à un prêt et avoir la possibilité d'avoir une, une résidence principale ou avoir la possibilité d'emprunter de l'argent pour développer un business, ça devient de plus en plus compliqué. Même si aux États-Unis, ils ont déjà cette filière entrepreneuriale, investissement et tout, qu'on n'a absolument pas en France et en Europe. Mais dans ce rêve américain, on rentre justement dans cette catégorie-là. Et ce qui est expliqué dans cet article, je vous laisserai y jeter un coup d'œil, ils expliquent notamment que la crypto, ça permet d'outrepasser ces problématiques-là. C'est-à-dire là où avant, c'était quand même de plus en plus compliqué d'avoir accès à un prêt, d'avoir accès à sa résidence principale, etc. La crypto, ça rabat les cartes parce que ça redonne la possibilité à monsieur et madame tout le monde de battre l'inflation, de commencer à gagner de l'argent, de pouvoir passer outre les banques via la finance décentralisée, par exemple, pour avoir des prêts. Vous déposez des cryptos en collatéral, vous empruntez de l'argent sans vendre vos cryptos pour après aller acheter votre résidence principale, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui commence à se voir de plus en plus et qui va encore plus se développer dans les prochaines années. Donc là où on pouvait se poser la question du rêve américain qui était peut-être une illusion sur les dernières années,
ça devient de plus en plus réalité maintenant et la crypto renforce ça parce qu'on voit qu'il y a des vrais liens aussi entre la finance traditionnelle, la crypto et vice versa. On le voit avec les ETF, on le voit avec les RWA, on voit avec tout ça et ça va encore s'accentuer avec le temps. Donc le fait d'être dans crypto, en fait, ça vous permettra par la suite, et on l'a vu, hein, à surperformer les autres classes d'actifs, à démultiplier votre pouvoir d'achat, à adopter le standard Bitcoin et pourquoi pas vous rendre compte que tout devient moins cher quand vous adoptez le standard Bitcoin, d'avoir accès à la propriété, d'avoir accès à des prêts sans vous faire éclater en termes de prix ou de malversation aussi, d'avoir une vraie possession de votre pognon. Enfin, tout ça, ça remet en avant le fameux rêve américain et la vie en fait auquel beaucoup de gens aspirent, qui était de plus en plus compliqué aujourd'hui. Si vous regardez les prix de l'immobilier à Paris, à New York, à Toronto, ça peut être à Tokyo, ce que vous voulez, on est quand même dans des bulles super importantes dans la plupart de ces villes-là et ça devient très compliqué pour monsieur et madame tout le monde de pouvoir à être des primo-accédants à leur résidence principale. Même en France, pour beaucoup de gens, être la résidence principale ou avoir accès à leur résidence principale, c'est l'achat d'une vie, hein. Vous empruntez sur 25 ans pour avoir votre résidence principale, mais c'est l'achat de votre vie. C'est ce qui va faire finalement votre retraite et c'est tout. Pour beaucoup de gens, leur seule retraite, c'est leur résidence principale et la retraite attendue potentielle du gouvernement. Je dis bien potentielle parce que pour moi, il y en aura très très peu, voire pas du tout. Donc on verra un petit peu dans les prochaines années ce qui va en être. Mais cet article, il est vraiment intéressant. Je vous invite à y jeter un coup d'œil parce que ça remet en perspective justement les raisons pour lesquelles la crypto aussi a été créée et ce que ça apporte en complémentarité par rapport à ce qui existe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais la crypto, c'est de la spéculation, c'est du machin. Voilà, allez au-delà de tout ça et regardez vraiment ce qui se passe. Il y a vraiment des effets concrets qu'on peut être appliqués et pas que dans des pays sous-développés, d'accord. J'aime pas ce terme, mais il y a même dans des pays comme la France, l'Europe, les États-Unis ou ce que vous voulez, il y a des choses super intéressantes et ça répond à un véritable besoin. Autre partie sur la partie RWA, Tether Gold profite du boom des lingots alors que les banques centrales et les ETF se précipitent pour accumuler. Alors Tether, c'est quand même assez dingue. Eux, ils gagnent sur tous les tableaux, hein. C'est l'une des boîtes, si ce n'est la boîte la plus rentable du monde. Vous pourrez jeter un coup d'œil. Ils ont très peu de salariés et ils ont un profit par salarié qui dépasse le milliard. Enfin, c'est un truc de fou. Parmi les boîtes qui ont le plus de résultats, on a eu dernièrement Hyperliquid. On avait eu historiquement Pump Fund, mais là, maintenant, ça a été remplacé par une autre truc qui s'appelle Let's Do Bon, que je sais plus quoi. Là. Bref, un autre launchpad. Et vous aviez OnlyFans aussi. Voilà, OnlyFans. Et Tether, vraiment, eux, ils sont vraiment extrêmement bons. C'est un marché qui est juste monumental. Ils gagnent énormément, énormément d'argent. En termes de réserves, ils ont de l'or, énormément d'or. Ils ont énormément de Bitcoin. Ils ont énormément d'obligations américaines. Je crois que ça fait partie des plus gros détenteurs d'obligations US. Pour autant, c'est une boîte avec à peine 100 salariés. Enfin, c'est monstrueux, hein, ce qu'a réussi à faire Bitfinex avec Tether. C'est un truc de fou. Et en ce moment, évidemment, ils se sont placés sur la partie or et tout. Et on se rend compte qu'il y a eu, là dernièrement, on l'a vu avec la poussée de l'or, les banques centrales en achètent énormément, des entreprises aussi, pour se protéger de l'inflation aussi, il y a toujours cette valeur refuge hein, avec l'or. Et Tether en a énormément profité, ce qui leur a permis de booster leur, euh, leur business model. Et d'ailleurs, on voit que la partie RWA aussi, c'était aussi l'objectif de faire cette transition, explose. Regardez, 45% d'augmentation sur les 30 derniers jours des holders d'actifs sur les RWA. Sur les 30 derniers jours, on avait presque 3% d'augmentation sur les RWA on-chain. Donc vraiment, regardez l'augmentation là, depuis 2021 sur la partie RWA. C'est assez dingue. On est sur une explosion avec la grosse majorité sur du crédit privé, les obligations, les commodités et puis les actions, etc., etc. Avec le plus gros en fait des projets qui sont créés évidemment sur Ethereum et sur ces layers 2 et également avec des projets comme le token build, donc la tokenisation des actifs financiers de chez BlackRock sur Ethereum, qui c'est des US Treasuries, donc des obligations, d'accord. Paxos Gold, que je viens d'évoquer tout à l'heure avec aussi le Tether Gold. Donc là, le Tether Gold et le Paxos Gold, voilà, ça fait partie aujourd'hui des RWA qu'on observe. Et regardez, la plupart, hein, c'est sur Ethereum, mais pas que, mais la plupart, ça reste sur Ethereum et c'est énième layer 2. Donc c'est des choses qu'on est amené aussi à observer. Je vais reprendre deux, trois questions et après, je vous montrerai rapidement le rapport de chez Glassnode. Je ne vais pas tout revoir, mais je vous montrerai deux, trois petites choses pour complémenter les infos. Comme disait Lali, pensez à mettre un like pour remercier le travail fourni.
Faites-le, les gars. Alors, je retourne un peu en arrière. Il y a eu beaucoup de questions. Quel est pour toi le potentiel du BTC sur 15-20 ans? J'en ai parlé sur un live où je présentais le rapport de chez River, où j'expliquais que les performances qu'on a eues sur Bitcoin jusqu'à maintenant et le niveau d'adoption qu'on a eu sur 2025, selon eux, alors c'est pareil, c'est leurs données en interne, mais selon eux, on était à 3% d'adoption au niveau mondial. Je vous laisse imaginer quand on sera à 6, 10, 15, 20, 30% d'adoption, ce que ça fera au niveau du cours du Bitcoin. Moi, les performances du Bitcoin sur le long, là, sur le 15-20 ans, un Bitcoin à plus d'un million, voire plusieurs millions de dollars, c'est très largement possible. Et ceux qui vous diront c'est pas possible, machin et tout, il n'y a pas un dieu qui va se mettre au-dessus en disant non, là, à partir de là, le cours, il est trop haut. Quand on comprend le marché auquel on essaye de s'adresser, Bitcoin, là, c'est 2 trillions de dollars. 2 trillions, c'est rien. Rien que le marché de l'or, c'est 16 trillions de dollars. Quand on prend après le marché global auquel le marché Bitcoin essaie de s'adresser, qui est le marché de la réserve de valeur, c'est 900 trillions, sans compter l'impression monétaire, sans compter tout le reste. Si Bitcoin prend 1%, 3%, 5% du marché de la réserve de valeur, on est sur un Bitcoin déjà à plusieurs millions de dollars. Donc, le potentiel est là. L'utilisation de la blockchain ETH par les institutionnelles banques va permettre à l'ETH de dépasser la capitalisation BTC. Cet aspect paraît aujourd'hui ubuesque, mais son utilité va changer la donne. En fait, ouais, c'est ça, c'est que l'Ether, les gens le comparent en disant c'est Bitcoin en réserve de valeur, machin. Non, c'est pas ça. Bitcoin, c'est Ether, c'est une pieuvre avec plein de tentacules qui fait plein de trucs, avec des marchés qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont être créés et tout. C'est plus risqué. Il y a plein de mises à jour. On ne sait pas trop ce que ça va devenir. Mais tout comme avec le début d'Internet, on ne savait pas trop ce que ça allait devenir. Mais regardez ce qu'on a aujourd'hui. Et Ether, ça se place sur plein de trucs. Ça se place sur la partie stablecoin, ça se place sur la partie IA aussi, énormément de choses. Hein. Quand on aura les IA, les agents IA, quand ils seront des agents IA autonomes de plus en plus, quelle blockchain ils vont utiliser pour le paiement, l'autonomie financière, etc. A priori, ça sera sur la partie Ether. La partie NFT, GameFi, RWA et tout. Aujourd'hui, tout va vers Ether. Donc en fait, quand on voit le marché auquel il essaie de s'adresser, ça paraît, il y avait un rapport que j'avais montré de chez Ether Realize. Je vous invite à revoir la vidéo et le live là-dessus, avec certaines prédictions qui avaient été faites pour les institutionnels. Hein, c'est pas fait pour le vieux retail moyen ou un vieux mec sur YouTube qui va te dire oh l'Ether il va pumper. C'est fait pour une communication instit, d'accord. Et eux, leur endgame sur l'Ether sur les 15-20 prochaines années, c'était de dire l'Ether, le marché auquel il essaie de s'adresser sur un Ether unitaire, c'est 704 000 balles. 704 000 balles pour un Ether. Voilà, le marché auquel il essaie de s'adresser. Donc on verra. Et c'est ce que je dis à chaque fois, ceux qui vont vous dire c'est trop cher, c'est pas intéressant. Voilà, oui, j'ai acheté du Bitcoin à 200 balles en 2013. Je l'ai revendu à 2000. Oh, j'ai fait un x10, c'est bien. Bah, aujourd'hui, il a 100 000 balles. T'es content? Tu l'as vendu à 2000, t'es content? T'as acheté un Ether à 3 balles sur 2015. Tu l'as revendu à 700 balles ou à 500. Bah, aujourd'hui, c'est à 3800. Voilà. T'es content. Puis quand il sera à 15 000 ou à 20 000, tu diras ça fait chier. Et c'est ça un peu le truc en crypto, c'est qu'il faut prendre des profits, mais en même temps, pas perdre de vue ce qui est créé sur le long terme. Parce que la vraie création de richesse, la vraie création de valeur, c'est vraiment sur le long terme. Là où Warren Buffett a gagné énormément d'argent, c'est sur les 10-20 dernières années de sa vie. Hein. Et pour autant, il en avait gagné quand même pas mal au début. Mais là où ça s'est vraiment accéléré, c'est quand il a commencé à avoir 60 ans, 70 ans. Hop. En fait, Murad a dit qu'il ne vendrait rien d'ici fin d'année et il sait que son portefeuille est analysé non-stop. S'il vend là, il est grillé. Il s'en fout, il vend avant. En effet, chaud. Sans après, il fait ce qu'il veut. Hein. Et ça peut être un FUD qu'il peut créer pour racheter sur un autre wallet. Enfin, bref. En fait, investir parce qu'il faut suivre le wallet d'un seul mec, si c'est ça la stratégie d'investissement, c'est un problème. C'est pas une stratégie d'investissement d'ailleurs. C'est-à-dire que quand Murad va décider de vendre, tout le monde va vendre en même temps. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on fait de l'argent. Pengu aussi fake news sur l'ETF, complètement impossible qu'il soit accepté. On verra. Ouais, je pense qu'il y aura d'autres ETF qui pourront être acceptés. Il y en a d'autres qui devront être mis en place. Quand on aura la partie ETF staking et puis d'autres gros ETF, par exemple sur XRP, sur plein d'autres trucs, on verra. Mais qu'il y ait un ETF Pengu tout de suite avant des gros comme je sais pas XRP ou d'autres, ça me paraît aussi un peu bizarre, quoi.
Que pensez-vous de Caspa? Les smart contracts arrivent le 31 août, c'est 1 x 2, 1,5 facile. J'en ai parlé dans l'accompagnement. J'ai fait un live de 3 heures sur la partie accompagnement. J'ai déjà expliqué aussi à plusieurs reprises ce que je pensais du projet. À suivre. Pour moi, les performances ont été très belles jusqu'à maintenant. Après, je suis pas à l'aise à racheter un projet qui a eu des surperformances comme celle qu'elle a eu aujourd'hui, même si ça reste un projet qui est prometteur. Je suis pas prêt à m'exposer sur un projet qui est encore sur des performances, tu vois, de dizaines de milliers de pourcents à la hausse, même si évidemment ça peut encore augmenter plus haut. Et à suivre. Voilà, il y a plein de choses intéressantes. Après, il y a toujours mise à jour. Qu'est-ce que ça va donner? Il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des hacks. Voilà, moi j'attends de voir dans le concret ce qui se passe. ETH est un exemple unique au monde en termes d'utilité, de sécurisation de la blockchain, staking, décentralisation, transparence d'écriture, ETH, Internet, par rapport à BTC en numérique. ETH, leader du Web3. Ouais, nous, on le voit vraiment, ce qu'on disait avec Mickaël, en fait, Ether, c'est vraiment le pétrole digital. C'est ils vendent de l'espace de bloc. Tu vois, ils vendent de l'espace de bloc. Et demain, si c'est la plateforme incontournable pour rentrer dans le Web 3, bah en fait, voilà, il y aura plus de concurrence parce que les frais seront faits, parce que les transactions seront rapides, parce que ce sera décentralisé, parce que ça sera résistant à la censure, parce que ils auront accès à presque tout. Et donc le concurrent qui se dit, moi, ma seule plus-value, c'est d'avoir moins de nœuds, donc d'être plus rapide et d'avoir les transactions plus faibles. Le jour où ils répondent à cette vraie problématique, ils sont morts. Il n'y a plus aucun intérêt de partir sur les autres blockchains. Donc on verra. On verra un petit peu ce qui va se passer. Par contre, Sailor a plus de pourcentage de BTC que Murad a du pourcentage de SPX. Oui, mais en fait, c'est pareil. Attention aussi, il y a la problématique de la centralisation économique et après, il y a la centralisation du réseau. Sur Bitcoin, c'est pas parce que tu détiens 1 million de BTC ou 3 millions de BTC que il y aura une centralisation économique au-delà d'avoir un impact sur les performances de prix parce que tu décides d'acheter ou de vendre ou de bouger ton portefeuille ou ton wallet. Tu n'as pas un impact sur le réseau. Qui n'est pas le cas sur les parties, les actifs en staking. Où là, plus tu as d'actifs, plus tu peux avoir un impact sur le vote et sur les prises de décision qui pourront être effectuées sur le réseau. Et puis, pour le cadre de SPX, ce n'est pas un produit en staking, ça reste un meme coin parmi tant d'autres. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu es dans le cas d'une baleine qui détient même 98% de la supply d'un projet, mais qui ne vend pas, il n'y a que 2% de la supply qui est en circulation, et que non seulement cette baleine ne vend pas, mais elle achète ce projet. Est-ce qu'il vaut mieux que cette 98% de la supply soit aux mains de cette baleine ou qu'elle soit distribuée équitablement auprès de je ne sais pas combien de particuliers qui, eux, ont une seule et unique volonté, attendent d'être un minimum en profit pour prendre des plus-values pour acheter, je sais pas, une voiture ou pour partir en vacances. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux avoir des fois une centralisation économique de certains tokens qui peuvent être dans les mains de certaines baleines qui vont avoir un intérêt à vendre et donc de défoncer le prix. Et donc, c'est ce qu'on voit très régulièrement. Mais tu peux être aussi dans le cas de pas mal de projets où tu as une très forte centralisation économique avec des entités ou des baleines qui n'ont pas d'intérêt à vendre ou qui décident de ne pas vendre. C'était le cas, par exemple, de Satoshi. Au départ, Satoshi détenait 100% de tous les coins de chez Bitcoin parce que c'était le seul à miner. Et puis ensuite, il s'est fait diluer petit à petit. Et puis, les 1,1 million de BTC qu'il détient n'ont jamais bougé. On verra. Soit il est mort, soit ça bougera un jour. Bref, on verra. Mais du coup, est-ce qu'il valait mieux que ces coins-là soient distribués de manière équitable ou qu'ils soient détenus par Satoshi et que finalement, ça ne voit jamais le jour? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est toujours pareil. Il y a toujours des avantages, des inconvénients, mais pas se tromper de combat. Historiquement parlant, ce qui est sûr, c'est que si vous rentrez sur un même coin qui est détenu à 98% par un type, en général, historiquement parlant, ça pue la merde. Tu vois, le mec, il s'est fait une allocation, ils vendent. Et très souvent, c'est la même chose. Les projets, ils arrivent, ils se listent, tu fais une ICO, ils se réservent une grosse partie de la supply, ils font des promesses à mort. Arrivé en bull run, ils dumpent tout. Et puis après, ils relancent un autre projet et ils refont une levée de fonds. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y a quand même des cas de figure où tu te retrouves dans le cas où tu as des baleines qui ont des profits énormes sur l'Ether, sur Bitcoin, même sur Dogecoin ou Shiba Inu, par exemple aussi. Ça fait partie des rares projets qui ont ça. Et qui sont sur des plus-values super importantes, mais qui ne vendent pas. Simplement aussi parce que la liquidité n'est pas suffisante pour récupérer les plus-values, mais également aussi parce qu'ils n'ont peut-être pas d'intérêt à le faire et parce qu'ils croient sincèrement à l'évolution de leur projet. Quelle est la meilleure personne qui sera à même de croire au maximum en son projet, si ce n'est le fondateur? Tu vois, quand il y a eu l'explosion de la bulle des années 2000 avec, Jeff Bezos, quand Amazon a perdu 95% de sa valorisation en peu de temps, à part lui et sa mère, il n'y avait pas grand monde qui détenait des actions Amazon. Donc, est-ce qu'il aurait fallu que la majorité de ces actions soient détenues par d'autres personnes qui de toute façon auraient vendu ou
qui soit détenu entre les mains du fondateur de projet qui lui croyait en son truc et qui était prêt à rider le projet jusqu'à 0 dans tous les cas. Tu vois? Ça se vaut pas tout, hein, à chaque fois, hein. C'est important de toujours se poser les bonnes questions.